Notre invité cet après-midi. Et pour commencer l'émission, vous nous parlez de l'une de ces 16 femmes parlementaires, Martha Desrumaux. Martha Desrumaux, un récit qui devrait faire plaisir à l'association des amis de Martha Desrumaux. Je les cite car ils nous ont apporté pas mal de documentation dans la préparation. Que voulez-vous, cette émission est participative. 1944, en attendant la fin de la guerre, l'Assemblée consultative provisoire, qui représente la résistance, tient ses séances à Alger, vous savez, depuis plus d'un an maintenant. Au terme de plusieurs semaines de débats houleux sur la future organisation du pouvoir, le général de Gaulle finit par signer un texte historique. Le 21 avril 1944, le texte reconnaît que, je cite, « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Au moins ça, c'est clair. Les femmes viennent d'obtenir le droit de vote en attendant de l'exercer pour la première fois. Ce sera en avril 1945, évidemment. 16 femmes sont appelées à siéger auprès des hommes de l'Assemblée consultative provisoire, les 16 premières femmes parlementaires de l'histoire de France. C'est un aspect relativement méconnu que Michel Cointet nous fait connaître. La plupart sont d'ailleurs des femmes qui n'ont pas de nom célèbre, des diplômés issus de milieux favorisés. Parmi elles figure une femme au profil atypique. Elle est très grande d'abord, et il faut imaginer avec son béret vissé sur la tête, la voix un peu rauque, un fort accent, des mains abîmées de travailleuse. Elle est originaire d'une cité ouvrière du nord de la France. Elle n'a pas de diplôme. Cette authentique ouvrière a un parcours dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est extraordinaire. Elle est devenue avant la guerre une immense figure du syndicalisme ouvrier, de la défense des femmes, des opprimés. Puis elle a été une héroïne de la résistance, je crois que le terme n'est pas trop fort, et elle a survécu au camp de concentration. Elle s'appelle donc Martha Desrumaux. Avant de revenir sur cette figure de légende pour les gens du Nord, on peut dire qu'elle a traversé les pires épreuves et qu'elle a surmonté la misère la plus totale. Jugez-en plutôt. On va remonter 50 ans en arrière, presque 50 ans. En 1897, Martha voit le jour à Comines. On est à la frontière belge, à quelques kilomètres de Lille. Elle est la 6e de 7 enfants. Dans une famille vraiment pauvre, qui vit du strict nécessaire avec un père employé du gaz qui s'est fait licencier pour insolence. Il a été pompier volontaire par la suite et un jour d'été ensoleillé, et à ce moment-là Martha a 9 ans, elle voit une large fumée grise qui s'échappe du centre-ville, elle entend le hurlement des sirènes, voit les gens qui accourent, qui s'attroupent avec d'autres enfants, elle accourt à son tour, et là au milieu de l'attroupement, devant un immeuble incendié, son père est étendu tout son long. Il s'est fait écraser par la charrette de la pompe à eau alors qu'il aidait les victimes de l'incendie, et voilà comment Martha devient orpheline. Sa mère se retrouve donc avec 7 enfants à nourrir. Elle ne s'en sort pas, la pauvre femme. Elle trouve à la petite Martha un poste de bonne à tout faire. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Elle va entrer comme ça dans une famille bourgeoise qui va la nourrir, qui va la loger. Seulement, elle ne supporte pas cette condition. Elle ne supporte pas les humiliations que lui font subir ses employeurs. Et au bout de plusieurs mois, elle s'enfuit. À pied, elle parcourt seule une 30aine de kilomètres pour rentrer chez elle, à Comines. Elle sait ce qu'elle veut, vous savez, elle, son horizon, c'est l'usine. Ça paraît étonnant, elle n'a pas l'âge d'être employée, évidemment, elle devrait être à l'école, qui est quand même obligatoire jusqu'à 12 ans à l'époque. D'ailleurs, elle ne sait ni lire ni écrire, seulement elle toque quand même à la porte d'une filature de textile. La voilà porteuse de bobines, travaillant 10 heures par jour dans le bruit infernal des machines, dans une atmosphère humide et poussiéreuse où les flaques d'eau et d'huile projetées par les métiers à tisser rendent la vie compliquée. Elle travaille vite, cet enfant. Et déjà, elle fait preuve d'un véritable esprit revendicatif lorsque elle l'a quitte tenir. Vous rappelez-vous, son père viré pour insolence. Et lorsque son patron lui demande de travailler sur 2 métiers à tisser à la fois, elle répond « Je veux bien, mais à ce moment-là, tu me paies le double ». À 15 ans, la voilà qui prend sa carte à la CGT, à la jeune section du Parti socialiste. Elle participe à des discussions enflammées. Elle loue Jean Jaurès, qui est presque on pourrait dire son idole. Et lorsque Jaurès sera assassiné, elle apprend la nouvelle par bouche à oreille. Vous savez, encore une fois, elle ne sait pas lire. On la verra courir à la section socialiste de la ville, mettre le drapeau rouge en berne. C'est elle qui mettra le drapeau en berne. La mort de Jaurès, c'est aussi évidemment le début de la Grande Guerre. Et pour Martha Desrumaux, ça signifie fuir le nord occupé par les Allemands. Elle va se réfugier à Lyon.
C'est là qu'elle vivra une expérience fondatrice. Elle a 20 ans. Les ouvrières de l'usine où elle travaille à Lyon revendiquent pour obtenir une petite augmentation. Elles se mettent en grève. La toute première grève de la jeune femme, vous imaginez ça, et étant donné son tempérament, elle est désignée pour mener la délégation qui s'adressera au patron. Et à force de panache, de pouvoir, de conviction, figurez-vous qu'elle obtient gain de cause. Seulement contre toute attente, cette victoire se transforme en cauchemar. Martha Desrumaux doit signer l'accord négocié avec la direction. Or, vous vous souvenez qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Alors pendant toute la nuit qui précède la signature, elle s'entraîne dans sa chambre. Elle s'invente une espèce de gribouillis. Elle s'entraîne à signer et le jour J, finalement, elle est prête. Mais avant de signer, le patron lui demande de relire le texte à voix haute devant ses collègues. Elle hésite. Elle est prête là à perdre la face et elle répond « Eh bien, monsieur, il vaut mieux que votre comptable lise lui-même. Mes camarades verront que cet accord correspond bien à ce que je leur ai dit. » La guerre finit, Martha retourne à Comines, le nord est dévasté par les combats, les pillages. Dans ce paysage désolé, elle reprend le travail à l'usine, mais surtout, désormais, elle se lance dans un combat sans relâche pour obtenir davantage de droits sociaux pour elle, pour ses camarades. Elle parvient à obtenir pour les ouvrières de son usine, qui pataugent toujours dans les flaques d'huile, elle parvient à obtenir des sabots, des tabliers en toile cirée. Dans les années qui suivent, elle soutient la grève du bassin minier d'Halluin. On est là en 1928, la fameuse grève d'Armentières en 1933. Et alors que le nord de la France est violemment touché par la crise, tout simplement, on est après la grande crise de 30-31 en France, elle organise la première grande marche des chômeurs, marche qui va mener ces insurgés, si j'ose employer le terme, de Lille à Paris. Pendant cette période, elle a bien sûr adhéré au tout jeune parti communiste. Or, les responsables du parti reconnaissent ses talents d'oratrice, son franc-parler. Ils vont la sélectionner pour faire partie d'une délégation de femmes qui vont partir pour Moscou à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution. Donc, on est là en 27. Elle y rencontre notamment Krupskaya, qui est la compagne de Lénine, dont on avait eu l'occasion de parler à ce micro. Elle apprend les techniques de propagande, d'organisation. Et lorsqu'elle est de retour de ce grand voyage, on peut dire qu'elle fait figure de passionnariat. Elle incarne le syndicalisme en tout cas. Elle est Martha à la voix rauque. On connaît son audace et bientôt, sa réputation dépasse la simple région du Nord. En 1936, Martha Desrumaux apparaît carrément dans un grand film, figurez-vous. Dans le film de Jean Renoir, La vie est à nous. Vous savez, un film commandé par le Parti communiste. On y voit la militante jouant son propre rôle, vêtue de son habituel tablier et béret. Elle interprète les femmes. On va l'écouter. On écoute cet extrait. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle de nouvelle guerre. Maintenant encore, des mamans pleurent leurs petits de 20 ans. Des femmes pleurent leurs maris, femmes de France, épouses, mères, fiancées, qui rêvaient d'un avenir meilleur. Aidez-nous à le réaliser. Luttez avec le Parti communiste afin d'obtenir de suite pour vos petits et votre famille du pain, la liberté, la paix, un sort meilleur. Femmes du peuple de France, travailleuses manuelles et intellectuelles, rassemblez-vous pour sauver votre foyer en sauvant la paix. C'est assez magnifique ça, pour cette femme qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire, vous imaginez. Alors je vous ai dit qu'on est en 1936, c'est l'année évidemment de la victoire du Front populaire aux élections. Pour Martha Desrumaux, c'est une immense victoire et l'ouvrière va se retrouver au cœur d'un événement historique, les fameux accords Matignon, elle, l'enfant du Nord. Mais jamais elle n'imaginerait, même à ce moment-là, ce qui l'attend. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous profitez de ce 8 mars, Journée internationale de la femme, pour nous parler des toutes premières femmes parlementaires en France et en particulier l'une d'elles, la féministe résistante et grande figure du syndicalisme ouvrier, Martha Desrumaux. Nous sommes en 1936, le Front populaire est arrivé au pouvoir, on vient de le voir juste avant la pause. Quel rôle va jouer la jeune Martha dans les accords Matignon ? Alors un petit rôle, mais qui mérite d'être signalé. Comme vous le savez, en juin 1936, après les grèves massives, négociations importante à l'hôtel Matignon pour se mettre d'accord sur de nouveaux droits sociaux. Il y a bien sûr là le président du Conseil, Léon Blum, le ministre de l'Intérieur, Roger Salingro, qui va bientôt se suicider, les délégués patronaux, les délégués de la CGT, Léon Jouot, Benoît Frachon, etc. Ces derniers, les représentants de la CGT, se révoltent contre les salaires des ouvrières de textiles dans le Nord, qu'ils jugent ridicules et à juste titre. Or, les délégués patronaux ne veulent pas croire aux chiffres énoncés. Prouvez-le!
disent-ils. Comment le prouver? Il faudrait avoir des fiches de paie des travailleuses. Le délégué de la CGT, qui a rencontré Martha Desrumeaux, c'est Frachon, il se dit qu'après tout, il pourrait faire appel à elle. Il lui demande de venir à Paris et d'apporter des fiches de paie d'ouvrière et elle va s'exécuter, Martha. Elle arrive, elle saute dans un train pour Paris, en 3e classe, ai-je besoin de vous dire. Elle prend le métro, la voilà à l'hôtel de Matignon et elle donne ses fameuses fiches de paie. Les accords Matignon aboutiront à de nouveaux droits pour les travailleurs, augmentation des salaires, semaine de 40 heures, congés payés, etc. C'est une victoire certes en demi-teinte pour les camarades de Martha Desrumeaux. Pierre Outric nous dit « Revenu dans le Nord, rien n'est réellement réglé. Les patrons du textile résistent, les ouvrières doivent continuer la grève, mais 2 choses ont impressionné Martha, la mobilisation des femmes et la croissance inimaginable des syndicats. » À cette époque, Martha va s'engager en Espagne. On est en pleine guerre civile espagnole, bien entendu. Elle met en place des filières par où passent les volontaires des brigades internationales qui vont lutter contre les nationalistes de Franco. Et enfin, elle prend le temps également de se consacrer un peu plus à sa vie personnelle. Ça vous rassure? C'est important. Oui, pour les femmes, c'est important. Mais oui, évidemment. Elle va épouser un métallurgiste qu'elle a rencontré en Russie, Louis Manguine. Ils ont un fils, Louis. Elle partage des moments de complicité avec son jeune enfant, les derniers moments d'insouciance, si vous voulez, avant ce qui se prépare. Et ce qui se prépare, c'est la guerre, bien sûr. Or, avant même que le conflit n'éclate, la trajectoire de Martha Desrumeaux est brisée, car en 1938, le gouvernement du radical Daladier, bien entendu, lance sa grande campagne anticommuniste. On est bien avant ce qui va se passer de 47 à 49, là. En 1938, il interdit la publication des journaux communistes, et le 26 septembre 1939, c'est-à-dire juste après l'annonce du pacte germano-soviétique, qui a été une telle bombe pour les communistes français, vous savez, le président du Conseil décrète la dissolution du Parti communiste. Pour Martha, ça c'est un choc. Elle devient bientôt une femme recherchée, une femme traquée. Elle va s'enfuir à Bruxelles. Et là, elle contribue à assurer l'acheminement du matériel de propagande entre la Belgique et la France. Or, en mai 40, les Allemands, vous savez, l'offensive du 10 mai, ils occupent la Belgique. Il faut retourner en France. Et voilà, de nouveau, la jeune résistante dans le Nord, parce qu'on peut l'appeler ainsi maintenant, dans le Nord de la France. Elle retrouve ses camarades d'avant-guerre pour organiser cette résistance, mettre en place des réunions clandestines. Et Pierre Outric nous le raconte. Durant tout l'été, Martha Desrumeaux sillonne sur sa grande bicyclette hollandaise bleu pétrole les routes du bassin minier du Nord. Les contacts se multiplient, il faut développer la lutte. Martha organise la distribution de l'enchaîné clandestin dans toute la zone interdite. Et il raconte également cet épisode. Les Allemands cherchent à se concilier la population. À Lille, rue des Ponts de Comines, ils ont installé leur centre de propagande. Plusieurs fois par semaine, les autorités allemandes invitent la population à venir chercher pain et saucissons. Pour en recevoir, il faut lever la main. Des photographes font des clichés de cette foule qui dresse les bras. Et en Allemagne, des journaux reproduisent des photos avec, pour légende, les Lillois crient Heil Hitler. C'est tellement facile. Les photos ont été prises évidemment de telle manière qu'on pourrait croire que certains font effectivement le salut hitlérien. Martha Desrumeaux et un certain nombre d'autres résistants vont diffuser des tracts unis comme en 1936. Tout faire contre Hitler. Vive la grève. La syndicaliste vit dans la clandestinité la plus totale. Elle est protégée par la population de la région. Elle a confié son jeune fils. Il a 4 ans à l'époque. Elle l'a confié à une nourrice à Lille. Or, un soir, alors qu'elle rendait visite à son fils, elle s'attarde un peu. D'ordinaire, elle quitte l'appartement de la nourrice avant le couvre-feu. Seulement cette fois, elle décide de rester avec lui pour la nuit. Or, le lendemain matin, à 4 heures, 4 agents de la Gestapo, guidés par un policier français, toquent à la porte de la nourrice et ils vont arrêter Martha. Elle est déplacée de prison en prison. Vous savez comment ça se passait? Loos, Bruxelles, Aix-la-Chapelle, Hanovre, Hambourg. Et finalement, le 27 mars 1942, on la fait monter dans un train. Et elle comprend que le convoi se dirige vers l'Est, loin vers l'Est. Et le lendemain, dans la matinée, le train s'arrêtera au camp de concentration de Ravensbrück. Et c'est à Ravensbrück que se trouvent 3 autres femmes de la région de Comines qui ont bien connu Martha avant la guerre, ou en tout cas ont entendu parler de son rôle dans la lutte ouvrière. Or, à Ravensbrück, il y a une rumeur, c'est que Martha a été arrêtée et fusillée, qu'elle est morte. Et l'une d'elles, Suzanne, raconte. Au petit matin, le 19 mai, il pleut. Ce camp de Ravensbrück paraît plus sinistre encore. Nous sommes parqués, assises sur nos valises. Brusquement, je vois arriver une femme grande, en costume de bagnard, donc en robe rayée. Je crois à une hallucination, sa démarche est celle de Martha. C'est elle.
Mais quel bonheur, je bondis, j'oublie le camp, les SS, je me jette dans ses bras, je n'oublierai jamais sa première phrase en patois. T'es là aussi, petit, c'est dur, tu sais. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, à l'occasion de cette émission consacrée aux premières femmes parlementaires, vous avez décidé de nous raconter la vie et le parcours politique de Martha Desrumaux, cette femme passionnée du Nord qui vient d'être déportée à Ravensbrück. Oui, il faut apprendre à survivre dans les camps de concentration, bien sûr. Le travail forcé est épuisant, on a tellement raconté ça ici même. Alors, heureusement, même au camp, s'est mise en place une sorte de résistance clandestine, si vous voulez, organisée notamment par des Polonaises et des Tchèques. L'une d'elles subtilise les cartes roses d'inaptes au travail et elle les remplace par des jaunes, par des cartes d'aptes, pour éviter à certaines femmes de partir vers la mort, tout simplement. Grâce à une de ces Polonaises, Martha Desrumaux parvient à être assignée à l'atelier de tissage, ce qui est quand même moins fatigant que d'extraire du sable et qui la ramène dans ses origines, si je puis dire. Et Martha, bientôt, va participer à un réseau d'entraide clandestin. Elle est chargée de vérifier aux douches que les détenus n'ont ni pouls ni gale. Elle prévient les détenus à leur arrivée. Ne dites surtout pas que vous êtes malade. Et avec d'autres femmes, elle détourne des pullovers, du linge qu'elle distribue comme elle peut aux malades. Seulement, la vie est extrêmement dure, extrêmement épuisante et Martha Desrumaux est de plus en plus faible. Elle a attrapé le typhus. Or, un événement va la sauver des camps. On peut dire là quasiment de façon miraculeuse, si j'ose cette expression pour parler de Martha Desrumaux. En avril 1945, sous l'égide de la Croix-Rouge, les autorités allemandes acceptent d'échanger 300 officiers nazis, femmes, des prisonnières, en France contre 300 détenus de Ravensbrück. L'ordre est donné à toutes les détenues françaises de Ravensbrück de se rassembler. Les Allemands choisissent alors 300 femmes parmi les plus valides et toutes sont là, qui se disent que leur dernière heure est arrivée, bien entendu. Et Martha est désignée, elle prend place avec les autres femmes choisies à bord de grands camions blancs. La Gestapo les accompagne jusqu'à la frontière suisse et puis on embarque à bord d'un train pour Paris et là à la gare, le général de Gaulle qui est là, qui les accueille. Elles sont rescapées. On est en avril 45, là, le 14 avril 45 et quelques jours plus tard, Martha est de retour à Lille. Elle a pris le train pour Lille. À Lille, nous raconte Pierre Auteric, par bouche à oreille, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Martha est de retour, Martha est rescapée. Ses camarades d'avant-guerre pleurent des larmes de soulagement, leurs yeux scintillent de joie. Martha savoure par la vitre entrouverte de l'express qui roule vers Lille, bruit, parfum, odeur de ce nord qu'elle retrouve. Elle est épuisée, plus de 3 ans de camp de concentration, la maladie, le typhus qui a frappé plus de la moitié des détenus. Ils sont des centaines à se précipiter à la vieille gare de Lille à l'heure où le train de Paris doit arriver. Ceux qui la reconnaissent se taisent, marqués par l'émotion, surpris par ce visage émacié, ce corps, ces bras grêles. À peine revenue dans le Nord, Martha reprend son activité militante et on se demande mais où trouve-t-elle l'énergie de tout cela en 1945 ? Elle est désignée parmi les 16 femmes dont on parlait tout à l'heure pour aller siéger à l'Assemblée consultative provisoire. Elle n'aura pas la force de siéger autrement que symboliquement à l'Assemblée, nous dit Michel Cointet, et préfère les fonctions dans sa région où elle est considérée comme une héroïne. Elle deviendra maire adjoint de Lille, co-secrétaire générale de l'Union départementale CGT du Nord. Elle rendra son dernier souffle plus de 30 ans plus tard, en 1982. Le chemin a été long, il a été semé d'embûches, d'épreuves sans cesse surmontées et récemment, une campagne a même été lancée pour que cette ouvrière, pour que cette passionnariat du Nord, comme l'appellent certains, puisse faire au Panthéon une entrée que chacun jugera méritée. Bonjour Michel Cointet. Bonjour. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous l'avez rencontrée, vous, cette Martha Desrumaux. Oui, mais je ne savais pas qui elle était. Un jour, dans un petit salon du livre à Evenos, dans le Var, en me promenant, je vois que des livres. Alors, j'aime beaucoup les livres. Donc, je fais un petit tour et puis j'achète un livre très connu d'ailleurs de l'association, enfin publié par un collectif sur les femmes à Ravensbrück. Et donc, elle me fait une dédicace. Bon, je ne fais pas trop attention, et je le mets de côté dans ma bibliothèque. Et quand j'ai écrit le livre, quand même, je me dis, il faut que je fouille dans la bibliothèque. Là, j'ai des sources intéressantes. Et je regarde, il y a la dédicace signée Martha Desrumaux. Et ça m'a beaucoup intéressée parce qu'on a dit qu'elle n'avait pas appris à lire, à écrire. En fait, elle a été formée quand même dans l'école
du socialisme et du syndicalisme le dimanche après-midi, et une institutrice a essayé de lui apprendre à lire et écrire, ce qu'elle a assez bien réussi finalement. Ça a été complété par la suite d'une femme fort intelligente. Du coup, et sa dédicace était là au moment où j'écrivais. Elle vous l'avait signé, le livre, bien sûr. Oui, elle me l'avait signé, mais vous savez, on ne fait pas toujours attention. Et puis elle n'a pas dit, parce qu'à l'époque, on ne disait pas « je suis une grande résistante ». Ça ne se faisait pas. Vous avez le souvenir de cette grande dame avec un béret, etc. Vaguement, oui. Vaguement, mais si vous voulez, je ne la voyais pas dans ce contexte, si vous voulez, au milieu ensoleillé, au milieu des oliviers, dans un décor assez enchanteur, ou d'ailleurs, endroit où elle est morte. Elle a pris sa retraite ici avec son mari. En 1982. Oui. Or, l'enfance que nous avons à très rapide avec Mathilde Hirsch racontée, là, est l'enfance d'un personnage de Zola, disons les choses. C'est tout à fait Zola, très jeune. Et en même temps, c'est Zola. Et puis peut-être avez-vous lu ça. Maintenant, ça se lit plus beaucoup, mais moi j'ai lu dans mon enfance un petit roman d'Hector Malot qui s'appelait En famille. Évidemment. Et ça se passait chez le tisseur Saint. Oui. Et c'est tout à fait cette histoire-là. Et d'ailleurs, on retrouve ce thème aussi de la jeune fille qui veut la petite fille, parce que c'est une petite fille, qui veut travailler dans une entreprise et à l'usine, ne pas être domestique. Ça, je crois que c'est quand même un élément de la fierté ouvrière du 19e siècle que vous avez très très bien souligné tout à l'heure. Un refus de toute forme de servilité qui, chez son père déjà, était un véritable viatique. Il s'accrochait à ça et elle fait pareil, elle ensuite. Elle va fierté en fait, oui. Grande dignité, disons. Oui, une dignité ouvrière, un aspect finalement très original finalement, parce que la plupart des autres femmes qui font un peu quelque chose ne sont pas toujours fidèles à leur père. Hein. Parfois, il y a une rupture, peut-être plus dans la vie bourgeoise. Oui, ça, ou alors c'est on un ne peu le sait différent pas. Peut-être, oui. Peut-être on faisait peut-être pas très attention qu'on était un père non plus à la vocation sociale de sa fille. Non. Or là, c'est une vocation chevillée au corps, car elle n'a jamais varié, quelles que soient les circonstances, jusque dans les pires moments de la déportation. C'est bien cette dimension-là qui l'anime au fond, elle. Oui, et si vous voulez, en plus, il y a quelque chose, vous avez bien évoqué le Nord, il y a un soutien des autres femmes, c'est la journée des femmes, autour d'elle. Les femmes l'ont entourée au moment de la grande grève de mai 1941, et vous savez que la grève a fini par être brisée au bout de 3 semaines. C'est pas rien, 100 000 mineurs quand même faisant grève en pleine occupation. Elle a été brisée parce que les Allemands ont obtenu du préfet qu'on supprime les tickets d'alimentation qu'on donnait chaque mois aux femmes, et là il n'y avait plus rien à manger. Et au fond, ça a été un des éléments, en plus de la lassitude. Affamé, en fait. Ah oui, on a affamé les femmes. Et là, bon, elles ont cédé, les hommes aussi. Oui. Bon, ils ont obtenu un petit peu de choses. Ils ont obtenu surtout du savon pour se laver. Nous sommes le 8 mars, nous avons choisi le sujet, pas par hasard, évidemment. Vous nous parlez de ces 16 femmes parlementaires. Est-ce que cette dimension féminine jouait un rôle essentiel dans l'engagement de Martha Desrumaux? Est-ce que vous la définiriez d'une manière ou d'une autre, sous une forme quelconque, comme une féministe? Personnellement, non, je ne verrais pas une féministe, de même que la plupart de ces 16 femmes ne se voyaient pas comme féministes. C'est un concept qui joue assez peu sur elles. Oui, je crois. Les féministes, celles qui l'étaient avant 1940, comme Louise Weiss, on ne les a pas tellement vues à cette époque. C'est autre chose qui joue chez elles. 16 moins 1, nous venons de parler de Martha Desrumaux, il en reste 15 qu'il faut que nous essayions d'évoquer un peu ensemble. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous nous proposez de mieux connaître les premières femmes parlementaires à l'occasion de cette Journée internationale de la femme. Et pour cela, vous avez invité Michèle Cointet. Elle est professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Tours, spécialiste de l'occupation et de l'histoire politique. Et elle est surtout l'auteure d'Histoire des 16, les premières femmes parlementaires en France. Un livre paru chez Fayard. C'est vous qui les nommez les 16 ou est-ce qu'elles existent, ces 16, j'ai envie de dire, constituées en tant que telles, Michèle Cointet? Je me demande si j'ai pas inventé le concept avec mon éditrice. Peut-être que nous étions l'une et l'autre amateurs de Balzac, l'histoire des 13. Voilà, c'est pour il y avait pas vraiment un complot. C'est à ça qu'on pense tout de alors suite. Évidemment, ça m'a fait c'est un petit peu un jeu de mots finalement, une référence culturelle. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Ça a été tout à fait, vous savez... ça a été un hasard de la recherche historique. Hein. Je suis professeure et chercheuse aussi. Bien sûr, oui. Passionnée d'ailleurs de recherche et d'écriture. Donc il y a une
quinzaine d'années, je travaillais sur Alger, sur l'Assemblée consultative que peu de gens connaissaient, et en feuilletant les débats. Un des chapitres les plus intéressants de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Hein, mais ça a duré 2 ans et personne n'en parle. Et il s'est fait tellement de choses. On pourrait presque dire que toutes les grandes idées des deux républiques qui vont s'installer à l'issue de la Seconde Guerre mondiale sont nées là, à Alger, dans ce creuset, en fait. Oui, avec des hommes très connus. Le président, c'est Félix Gouin, qui va devenir chef du gouvernement. Vincent Auriol, qui deviendra notre premier président de la 4e République, en faisait partie. Beaucoup de parlementaires s'y retrouvaient et y travaillaient avec le CFLN de Gaulle et de Giraud étant éliminé assez vite. Et cette assemblée est effectivement très prolifique et elle s'est ouverte à des femmes. Alors, regardant les débats, je vois quelques noms. Bon, ça me disait pas grand-chose, Madame Untel. Et puis, je vois Lucie Aubrac. Bon. Ça me disait. Et puis, les autres, vraiment, non. Pourtant, je connais pas mal de parlementaires. Dans l'histoire de la 4e République, j'ai contribué au dictionnaire de la 4e République. Et donc, j'avais mis ça de côté, j'en trouve 16. Et alors, à ce moment-là, une petite circonstance, je le mets de côté. Et je le montre à ma fille, qui était alors étudiante. Et je lui dis, tiens, regarde, c'est intéressant. Elle me dit, mais c'est extraordinaire, il faut que tu fasses un livre là-dessus. J'ai dit, tiens, c'est bien facile de faire un livre, j'ai pas de renseignements. C'est ça. Alors, j'avais quand même laissé ça de côté, et puis par engagement avec ma fille, si vous voulez, à certains égards, chaque fois que je trouvais un petit renseignement, je le mettais dans la boîte. Voilà, oui. Et lorsqu'il s'est agi finalement de travailler, c'était un travail plus large sur les femmes sous l'occupation, je m'y suis attelée et j'ai eu l'impression de revenir à ma jeunesse d'étudiante, c'est-à-dire de faire un vrai travail de collecte. Il a fallu faire des biographies très minutieuses, et de ces biographies, ensuite on tire des groupes. Et ces groupes ont une signification, ce qui évite évidemment l'anachronisme et qui donne des indications sociales et politiques. Qui est à l'origine de l'ouverture de cette assemblée d'Alger aux femmes? Alors, à quelques femmes, parce que ça reste quand même ultra minoritaire. Et puis elles sont arrivées par un cheminement assez long, pas tout en même temps. Elles ne se sont pas réunies tout à Alger, puis ensuite elles se sont réunies au Luxembourg, au palais du Luxembourg, et là elles sont plus nombreuses. Je pense que c'est une idée de De Gaulle lui-même. C'est une idée de De Gaulle lui-même parce qu'il est en rivalité avec Giraud. Et à Alger, on est très surveillé, ou du moins ce qui se passe à Alger, dernière capitale de la France, sous l'occupation, ce qui se passe à Alger est surveillé, mais en même temps fascine les représentants étrangers qui sont anglais et américains. Et dans ces deux pays, Angleterre et Grande-Bretagne, les femmes ont le droit de vote. Et donc, il y avait un côté un peu anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on voulait montrer aux Américains et aux Anglais qu'on n'était pas plus coincés, plus réactionnaires qu'eux. C'est ça l'idée? C'est très important parce que la France a vraiment été à l'heure anglaise. Et les Anglais nous ont appris beaucoup de choses. Oui, bien sûr, Regardez Clémentine Churchill, on l'a oublié, mais Clémentine Churchill, en 1923, remplace son mari qui a la grippe et fait sa campagne électorale et fait des discours. On n'imagine pas ça en France. Non, bien sûr. Donc il y a une école britannique. Nous avons été à l'école britannique. Il faut le lire de temps en temps. Nous avions, avec Béatrix Delaulnoy, évoqué récemment Clémentine Churchill et nous avons vu à quel point cette femme avait un tempérament hors du commun. C'est presque au niveau de son mari, d'une certaine manière. Gilberte Brossolette, donc il va faire partie de ces femmes, se révèle à Londres. Alors, justement, qui sont-elles, ces femmes? Parce que entre Gilberte Brossolette, Lucie Aubrac ou Martha Desrumaux, qui sont les trois seules pour l'instant que nous commencions à connaître, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne viennent pas des mêmes milieux, qu'elles n'ont pas du tout le même parcours, ni le même engagement. Finalement, qu'est-ce qui les réunit, ces femmes, et comment? Ce qui les réunit, c'est qu'elles ont participé d'une certaine façon à la résistance, ou elles sont associées par des résistants à l'image de la résistance. Parce que parmi elles, quand même, il faut bien dire que presque le tiers sont des veuves de héros, donc Gilberte Brossolette, Mathilde Gabrielle Péry, Madame Viennot, André Viennot, ce sont des veuves, ou bien ce sont des femmes, alors ça c'est plus extraordinaire, qui pendant la guerre, résistantes, ont sauvé leur mari. Alors bien sûr, Lucie Aubrac, qui a fait une sorte de coup de main armé pour libérer non seulement son mari, mais aussi ses compagnons. On faisait partie, la jeune Annie Hervé, et puis une qui est peut-être un petit peu différente, parce que moins à gauche, pas du tout engagée au départ, Marie-Hélène Le Faucheux, qu'on a un peu oubliée, qui est la femme du premier directeur de Renault nationalisé.
Et c'est une jeune femme donc qui a fait Sciences Po, mais qui appartient à la bonne bourgeoisie et qui ne travaille pas, qui n'a pas de vocation du tout à être à l'extérieur, mais qui a sauvé son mari en allant le chercher à Buchenwald. Et ça, c'est une action un peu personnelle liée sans doute à une certaine aide, puisqu'elle a fait partie du comité parisien de libération. Elle connaissait tout le monde à ce moment-là au gouvernement. Mais presque un an plus tard, elle a participé volontairement aussi. Elle est partie pour avoir son rôle dans la libération des camps de concentration, parce qu'elle s'aperçoit que les déportés n'ont pas la priorité. C'est les Américains qui dirigent qui va partir. On est encore en opération militaire. Donc, ils font partir d'abord les prisonniers de guerre, parce que ce sont des militaires, ils relèvent du monde militaire. Et les déportés, ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, les déportés, on les envoie en camion. Donc, comme ils meurent tous les jours, c'est une question d'urgence. Et Marie-Hélène de Faucheux va obtenir des Américains, par son entre-gens, ses capacités de conviction, etc., qu'ils partent en avion, comme un certain nombre d'hommes politiques emprisonnés. Ils le méritaient bien quand même. Et ce sont les siens qui sont arrivés les premiers à la gare de l'Est. Magnifique. Au Bourget. Comment, oui, puisqu'en l'occurrence c'était en avion. Comment vivent-elles entre elles, si je puis dire? Est-ce qu'il y a un lien entre ces 16 femmes? J'imagine que la minorité qui est la leur au sein de cette première assemblée favorise les rapprochements quand même. Est-ce qu'elles ont tendance à se réunir, ou est-ce qu'elles sont chacune dans son domaine? Elles ne sont pas en rivalité. Elles ne sont pas en train non plus, elles sont pas très organisées. Elles sont dans leur groupe, parce que certaines respectifs. Elles sont souvent dans leur groupe respectif, bien accueillies par les hommes ils les ont choisis. Alors c'est normal qu'ils les accueillent bien. Et à un certain moment, elles sont pas très politisées au départ. Elles n'ont pas l'habitude, les femmes, de la politique. La plupart, en tout cas. Oui. Elles ne savent pas. Il y en a quelques-unes qui ont appartenu à un Martha parti. Desrumaux est bien politisée. Et puis Vaillant-Couturier aussi. Oui, voilà. Au parti, celle du et Parti Madame communiste. Péry aussi, Gabrielle Péry aussi. Oui, mais c'est pas elles qui ont le plus d'action. Alors c'est là, elles sont dans leur parti, elles font un peu ce que leur dit le parti, d'ailleurs. Mais d'autres n'ont pas d'adhésion. L'une d'elles, va essayer de les réunir pour une action très précise, et elle va faire un intergroupe féminin. C'est le premier intergroupe féminin pour obtenir une loi, parce qu'évidemment, elles vont faire un travail législatif important. Et pour cette loi, c'est l'accès des femmes à la magistrature. C'était encore une des bastilles à prendre. Il n'y avait que des hommes parmi les magistrats. Et ça a bien changé, n'est-ce pas? Ah oui. Mais certains le regrettent peut-être. Et en 1944, elle lance donc cette loi. Et là, toutes les femmes, quel que soit leur parti, venant du MRP, c'est ce qu'il y avait de plus à gauche, jusqu'au Parti communiste, se sont toutes associées. Et surtout, elles ont transmis le flambeau jusqu'à ce que la loi soit votée. Ça a pris 2 ans. C'est seulement en 1946 que cette loi a été votée, parce qu'il y avait une forte opposition. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est à ce moment-là que dans la famille Veil, on se met d'accord sur la destinée professionnelle de Simone. Simone Veil, après la déportation, donc, a repris ses études. Elle a comme vocation, elle veut être avocate. Mais son mari, elle doit demander un peu l'autorisation à son mari. Et son mari n'est pas d'accord. Et il trouve que c'est pas un milieu qui convient à une femme, c'est trop dur. Je sais pas trop ce qu'il pense. Et donc, il n'est pas d'accord. Et un ami vient leur dire, vous savez, une loi vient d'être publiée, la magistrature s'ouvre aux femmes, et c'est sa vocation. Bon, ça a été sa vocation, mais ça n'a pas été drôle pour elle, parce que une fois qu'elle était magistrate, elle n'a pas été bien accueillie. Et on l'a mis à ce qu'il y a de pire. Ce n'était que le début de la conquête. Ce qu'il y a de pire, vous l'avez vu hier, la pénitentiaire. Eh oui, bien sûr. Et pendant des années, elle est restée à la pénitentiaire, et elle en est sortie. Je l'ai appris après l'écriture de ce livre par Marie-France Garot, qui l'en a sorti. Et elle était avocate, elle. Oui, et elle l'avait connue au ministère de la Justice, et elle a dit, on ne peut pas la laisser là, c'est absolument impossible à vivre. Qui était André Viénot? Qui était André Defer? Qui était Marthe Simard? C'est ce que nous voyons avec vous dans un instant. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aujourd'hui, nous parlons des premières femmes parlementaires. Franck, vous recevez Michèle Cointet. Elle est professeure émérite d'histoire contemporaine à l'université de Tours, spécialiste de l'occupation et d'histoire politique. Et elle est l'auteure d'Histoire des 16, les premières femmes parlementaires en France, paru chez Fayard. Drôle de personnage que Marthe Simard. Elle est québécoise, elle, en fait. Ah oui,
Elle était française, née en Algérie, veuve. Elle a épousé un chirurgien québécois et elle est devenue québécoise. Elle s'est parfaitement intégrée dans ce milieu il y a eu un petit peu de méfiance à l'égard d'une Française qui n'était pas du milieu, etc. Et puis la défaite arrive et là, elle souffre véritablement de loin de ne rien pouvoir faire pour son pays, très soutenue d'ailleurs par son mari. Et elle veut faire quelque chose et elle va fonder les premiers comités de soutien à la France libre au Québec. Mais c'est pas rien, il faut parcourir ce vaste pays et puis surtout, elle se met en porte-à-faux et même en opposition au milieu social et professionnel de sa famille, parce que n'oublions pas que le Québec était très pétainiste, pour des raisons en partie religieuses d'ailleurs, et puis pour des raisons anti-anglaises aussi. Bien sûr, oui. Et dans ce milieu-là, elle est quand même très mal vue. Sa maison a été couverte de croix gammées, d'insultes, mais elle a tenu. On peut dire que de l'autre côté de l'Atlantique, d'une façon générale, on ne comprenait pas vraiment la démarche du général de Gaulle. Donc voilà. Pas du tout, mais il y a un certain nombre d'Américains, d'Américaines, de Canadiens qui ont quand même soutenu de Gaulle, puisqu'ils ont adhéré, ils ont apporté des bijoux, ils ont apporté des fourrures qu'on a revendues, ils ont apporté de l'argent, et ça a été un des plus grands comités de soutien à de Gaulle à l'étranger. Donc, elle a été choisie, elle, je pense personnellement, par le général de Gaulle. Vous incitez toujours sur le lien avec les maris, les époux. Ça joue un rôle, en fait. C'est-à-dire que ce sont des couples, en fait. On ne peut pas trop distinguer à l'époque. Oui, je crois. Enfin, j'aime beaucoup que vous me posiez cette question. Parce que, il y a un peu une tendance du mouvement féministe d'oublier les hommes ou de dire que les femmes agissent contre les hommes. Là, moi, je ne le vois pas du tout. Ce sont des couples et on ne peut pas voir si vous voulez, on ne les sépare pas de leur mari, mort ou vivant, d'ailleurs, puisqu'elles peuvent être choisies aussi comme veuves, héroïnes. Ça tient peut-être au recrutement dans la résistance. Vous savez, on recrute dans la résistance, je pourrais dire, par cooptation, c'est-à-dire des gens qu'on connaît. Alors, pas pour les femmes du milieu professionnel, puisqu'elles sont peu engagées dans les professions actives. Donc, c'est dans la famille, c'est le mari, c'est le frère aussi, assez souvent. Parfois un fils aussi qui vous recrute. Donc, l'aspect familial est très important. Et il y a des couples à la consultative, les Aubrac, les Hervé et les Defer. Seconde Madame Defer est là. Parlez de nous, de cette André Defer. Madame Defer, c'est la seconde à épouser Gaston Defer. Après, qu'il soit tombé amoureux d'elle à Dakar dans sa jeunesse. Elle est très liée au milieu surréaliste. Elle se cherche un peu, étudiante. Elle ne sait pas si elle va reprendre la tradition de la famille Aboulker, c'est une Aboulker d'Alger, de la médecine. Elle est un peu tentée. Et là, il l'épouse. Alors au début, ça se passe pas trop bien entre eux parce que lui est socialiste. Elle est quand même proche du Parti communiste. Et au moment de la guerre d'Espagne, elle veut partir en Espagne en laissant tout. Alors ils font une entente provisoire et puis leurs chemins se séparent un petit peu pendant la guerre puisqu'elle devient clandestine dans l'Isère. Et là d'ailleurs elle trouve son jeune cousin José Albouquer, le très beau José, comme on disait, celui qui a occupé Alger dans la nuit de novembre 1942, pour lequel elle aura de tendres sentiments, mais il n'empêche que, Gaston Defer, occupé par les événements politiques à Marseille, son mari lui dit « Moi, j'ai pas du tout le temps d'aller à l'Assemblée consultative, puisque tout simplement, il s'occupe de contrer les communistes à Marseille, c'est pas évident, il peut pas lâcher du tout la ville, et il lui demande de la remplacer. Il lui demande si elle veut bien le remplacer. Et elle le remplace de manière extrêmement vive et vigoureuse. C'est une très bonne oratrice, c'est une femme qui fait des analyses extrêmement dures de la situation en Algérie, mais elle ne continuera pas dans la vie politique, elle veut être médecin et elle épousera son cousin José et ce sera un couple merveilleux jusqu'à la fin. Ils mourront l'un et l'autre très vieux, médecins l'un et l'autre. Une autre André, c'est André Viennot, qui alors elle est... elles sont toutes très à gauche, d'ailleurs, toutes ces femmes.
il y a que finalement j'en ai trouvé une qui n'était pas très à gauche. Oui. Je ne savais pas au départ ce que ça serait. Oui. C'est ce qu'on trouve dans la recherche. Alors André Viénot, elle, c'est l'opposé de Martha Desrumaux quand même. Alors voilà, elle vient de la haute société. C'est cette diversité quand même de la résistance qu'il ne faut pas oublier. Elle appartient à la famille Mayrisch, c'est-à-dire un grand sidérurgiste du Luxembourg. Actuellement, c'est ArcelorMittal. Oui, fille unique, une des plus riches héritières, mais en même temps, elle appartient à une famille aussi très cultivée et une famille d'industriels ayant un sens social et un goût pour la paix, pour les institutions de paix. Bon, sa mère est amie de Gide. Sa mère a fondé le premier lycée de jeunes filles laïque. On est très laïque dans sa famille, au Luxembourg, et elle-même donc va épouser André Viénot, qui est ambassadeur de la France libre auprès des Britanniques et qui est mort à la tâche d'épuisement. Elle, c'est une femme finalement qui appartient à la grande bourgeoisie, mais qui s'est dévouée, au fond, elle a des enfants, mais elle s'est dévouée finalement à la fois aux intellectuels. Elle a fait une fondation pour les écrivains et qui s'est dévouée énormément, si vous voulez, quand même à la vie politique qui la fascine, moins au niveau national qu'au niveau local. Elle est dans les Ardennes, elle est finie maire de Rocroi, et dans la vie politique, elle s'est assez vite opposée d'ailleurs au général de Gaulle, qu'elle a un peu déçue peut-être. Comme la plupart de ces femmes d'ailleurs, ont fini par décevoir de Gaulle parce qu'elles ont du caractère et finalement elles s'opposent à lui, en particulier sur la décolonisation. Et elle a été une des fondatrices du PSA d'abord, ensuite du PSU. Quand vous dites qu'elle s'oppose au général de Gaulle sur la décolonisation, parce qu'elle trouve qu'il ne va pas assez vite. Ah oui, elles sont décolonisatrices, mais la tradition Viénot avait tous ses secrétaires d'État en 1936 de Léon Blum, et c'est lui qui avait fait le statut menant plus tard à l'indépendance de la Syrie et du Liban. Donc là, elle trouve que de Gaulle ne va pas assez vite. Je pense que ça lui a coûté un poste de ministre peut-être, mais elle a quand même été, c'est la seule de ces 16 qui sera sous-secrétaire d'État. Alors oui, voilà, quand même. Elle est dans un gouvernement. Oui. Elle était sous-secrétaire d'État d'un gouvernement à la jeunesse et au sport. Et je crois, maintenant j'ai trouvé ça après, l'écriture du livre là aussi, je crois que c'est Suzanne Bidot, la femme de Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères, qui a suggéré son nom. Ah, c'est amusant. Donc vous voyez, c'est là... Solidarité féminine, là. Ah, certainement. Incontestablement même. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé de Marie-Claude Vaillant-Couturier ou de Lucie Aubrac, la beaucoup plus célèbre Lucie Aubrac, sur laquelle nous avons eu l'occasion de faire des émissions, bien sûr. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, Michel Cointet, paru chez Fayard, Histoire des 16, les premières femmes parlementaires en France. Et puis, pour ceux qui voudraient en savoir davantage sur cette incroyable Martha Desrumaux, sur cette femme du Nord, ouvrière, syndicaliste, déportée et féministe, avec une préface de Maryse Dumas, secrétaire de la CGT, l'ouvrage de Pierre Outéric, qui est donc une biographie illustrée de Martha Desrumaux. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, aujourd'hui, en ce 8 mars, Lorena Martin a une exposition à vous faire découvrir. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Alors, nous sommes à Reims, car une exposition se tient à partir de demain et jusqu'au 28 mars à la mezzanine des Halles du Boulingrin de Reims. Elle sera inaugurée ce soir à 18h30 et Reims a choisi de commémorer la fin de la Grande Guerre et la Journée internationale de la femme avec cette exposition qui rend hommage aux femmes qui ont réussi à maintenir la vie et l'activité à l'arrière du front pendant la Première Guerre mondiale. On a eu l'occasion, à l'occasion de ce centenaire de la Grande Guerre, on a beaucoup parlé du rôle des femmes et c'est bien de leur consacrer une exposition parce que là on va voir les choses en fait, c'est ça. Donc Reims a été cette ville de front pendant la Grande Guerre et qui a subi de nombreuses destructions. On se souvient de l'incendie de la cathédrale et à partir de ce moment-là, elle va devenir le symbole d'une résistance héroïque. Des monuments d'ailleurs seront érigés dans les années 20, c'est le cas du monument aux infirmières, place Aristide Briand, et il y aura d'ailleurs ce soir une cérémonie d'hommage aux infirmières à 17h devant ce monument. Et les infirmières aussi sont à l'honneur dans cette exposition, donc qui s'appelle « Elles aussi étaient en guerre » et où il est question par exemple de Marie-Clémence Fouriot, une autre oubliée, on va dire, une institutrice et infirmière rémoise qui a protégé des enfants et des blessés et elle était à la tête d'un hôpital militaire. Et cette exposition présente une dizaine de scénettes, de scènes reconstituées. On a fait comme des period rooms, c'est ça? Oui, avec des mannequins et des objets d'époque pour illustrer cette mobilisation des
des femmes, à Reims, mais bien sûr au-delà. Et il y a des séquences de la vie de ces femmes qui sont mises en scène. Et on découvre notamment donc les infirmières, on découvre comment cette société s'organise en réalité en temps de guerre. Fait, les femmes sont bien obligées, une grande partie des hommes étant partis pour le front, il faut prendre le relais, il faut assurer un certain nombre de fonctions dans tous les domaines, à la campagne, à la ville, etc. À l'usine, bien sûr. Bon, ça, on a souvent vu les photos. Munitionnettes, notamment, ces femmes embauchées dans l'industrie de guerre. Les paysannes dont vous parliez, donc elles labouraient, elles conduisaient des charrues, donc c'est très important de voir leur rôle. Et puis on en disait un mot à propos certes de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est déjà le cas pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, on avait fait l'émission l'autre jour avec Historia là-dessus. Ce sont les espionnes, en fait. Oui, il est question notamment de Louise de Béthigny, Gabrielle Petit, Marthe Richer. Et donc, il est question aussi du veuvage et des difficultés financières aussi que cela va entraîner. Donc, c'est une exposition avec différentes, je vous disais, une dizaine de scénettes. Donc, à la fois les paysannes, les ouvrières, les espionnes, les veuves, etc. Merci beaucoup. Lorena, c'est donc à la mezzanine des Halles du Boulingrin et vous pouvez visiter ça à partir de demain matin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors aujourd'hui, Franck, c'est un retour aux origines un petit peu original puisque vous allez nous expliquer d'où vient l'usage du dessin pour représenter les différents protagonistes lors d'un procès. Oui, alors la présence des dessinateurs dans les prétoires est liée à l'interdiction d'introduire des caméras et des appareils photo dans les salles d'audience. Vous savez, la loi du 6 décembre 1954, qui elle-même modifiait celle du 29 juillet 81 sur la liberté de la presse, prohibe, je cite, c'est l'article 38 ter, on est très juridique aujourd'hui dans cette émission, elle prohibe tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image. Alors à la suite d'une série de procès perturbés par les journalistes, cette loi avait été votée dans le but tout simplement de préserver la sérénité des débats pour pas que la justice devienne un spectacle, c'était ça l'idée. L'article 308 du Code de procédure pénale rappelle qu'elle s'applique dès l'ouverture de l'audience. On a tous vécu ça ou vu ça, c'est-à-dire que vous voyez les journalistes qui font leurs photos, etc., leurs films avant que la séance soit levée, et dès que le président déclare la séance ouverte, hop, tout le monde s'envole comme une volée de moineaux, et vous avez Alors il y a quand même une exception. On se rappelle le procès de Klaus Barbie en 1985, qui à des fins pédagogiques avait été, c'était le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, qui avait fait adopter une loi pour créer des archives audiovisuelles de la justice, et donc on avait filmé Il y a seulement 5 procès pour l'instant qui ont été filmés, toujours dans le même registre, Klaus Barbie, Paul Touvier, Maurice Papon, et puis aussi le procès en première instance et en appel de la catastrophe AZF et le procès dit Pinochet, procès des 17 responsables de la disparition de 4 franco-chiliens sous la dictature de Pinochet au Chili. Enfin vraiment, ce sont des exceptions. La représentation imagée d'une audience judiciaire dépend donc à partir de là des dessinateurs, et on va voir les dessinateurs qui sont là avec leur feutre, leur crayon de couleur, leur craie grasse, leur encre de Chine, leur aquarelle, que sais-je, et qui dessinent les différents acteurs, les témoins, bien sûr les accusés qui ont généralement leur faveur. Parmi les plus célèbres de ces dessinateurs de justice, si je puis dire, on cite forcément Honoré Daumier, qui a dessiné Croquet, magistrat, avocat, procureur, juge dans toutes les fonctions et dans toutes les possibilités. Notamment, on se rappelle sa série consacrée aux gens de justice. 38 lithos publiés par le Charivari de 1845 à 1848. Mais des dessinateurs beaucoup plus récents, comme Cabu ou comme Riss, se sont aussi un temps fait une spécialité de ces dessins de justice. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.